Chers amis, bonjour. Nous sommes bientôt au premier anniversaire de la tempête Ciarán. C'était dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. Et à l'occasion de cet anniversaire, et pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, c'est-à-dire des milliers de personnes, et probablement vous toutes et tous qui regardez cette vidéo, nous vous proposons, Tian et moi, une visite de la ferme botanique. Vous savez il n'est pas possible de la visiter, c'est comme ça. Ça n'est pas possible pour différentes raisons. La première étant le manque de temps pour nous, mais aussi l'absence d'équipement permettant des visites. Donc aujourd'hui, à l'occasion de ce triste anniversaire, nous vous invitons à une petite découverte de la ferme. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues à travers des vidéos, des photos, mais là, l'idée, c'est de vous donner une vision un peu plus générale, un peu plus globale de la ferme. Nous réalisons cette vidéo en hommage à Emmanuel Cochet, mon conjoint, qui est décédé il y a 2 ans et demi, et sans lequel rien de ce que vous verrez, y compris moi-même, ne serait. C'est parti pour la visite. On y va? On va faire la visite. Tu veux qu'on aille faire la visite? Alors on y va. Alors ici, il y a une petite chapelle dont j'ai parlé plusieurs fois. C'était un bâtiment de fermage, une petite maisonnette, sans eau, électricité, ni aucun équipement, que nous avons transformé. Par un tailleur de pierre, nous avons fait faire ce petit clocheton. Tiens, on va aller la voir pour commencer. Oh, il y a un oiseau qui s'est envolé. Voilà, c'est la chapelle. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une bête? Il y a une bête dans la chapelle? Voilà, Michi regarde le vitrail d'Henri Guérin. Il y a un autre petit vitrail de ce grand maître verrier qui était Henri Guérin, qui était un bon ami, qui a séjourné plusieurs fois ici. C'est tout. On va pas consacrer. Et si vous voyez, bon, les icônes viennent de différents voyages que j'ai pu faire, notamment au Proche-Orient, et en Russie, et dans les pays slaves, vous voyez qu'il y a des icônes plutôt de tradition grecque et d'autres de tradition russe. Il y a un petit peu de soleil pour vous montrer les aéoniums qui m'accueillent à chaque fois que j'arrive. Puisqu'en fait, ce sont des talus. Cette terrasse probablement n'existait pas. Et donc les agriculteurs, il y a longtemps, ont surélevé des niveaux. Donc il y a des talus, et des talus sur lesquels vous savez que les aéoniums se plaisent. Peut-être, Yann, tu pourras faire l'un ou l'autre gros plan sur des aéoniums qui sont là. Oh, c'est super, il y a du soleil. Hop, je vous les montre souvent, tout cela. Hein. Vous les connaissez presque aussi bien que moi. On va aller voir un talus qui est beaucoup plus vertical. En général, quand je le montre en photo, vous n'avez pas d'échelle. Donc vous voyez, c'est une butte qui fait à peu près ma taille, totalement verticale, avec des pierres et juste le jointoiement de terre, et qui m'a permis d'enfoncer des boutures un peu partout. On pourra peut-être faire quelques gros plans. Je crois que ça marche, les gros plans sans s'approcher. Quand on descend,
En fait, le talus se continue. Et ici, c'était un endroit, enfin, c'est pas le seul, où il y avait beaucoup d'aéoniums très grands avant le gel. Mais comme nous avons eu de fortes gelées l'hiver dernier, la plupart des aéoniums ont disparu. Et donc, bon, vous voyez, par exemple, ça, c'est un undulatum qui a gelé, mais qui est reparti. Certaines tiges sont restées, c'est-à-dire c'est des tiges d'avant le gel, elles ont plusieurs années. Sinon, comme vous le savez pour un undulatum, il repart de la souche. Quelques aloés, Aloe striatula, Aloe arborescens, qui protègent un aéonium pomegranate, etc. Bon, voilà. Et si on se tourne complètement, vous voyez des scènes que je montre souvent, puisque là, l'orientation est plein ouest, là où vous voyez ces aéoniums. C'est plein ouest, ce qui me permet de faire des belles photos au couchant. Mais il faut que je mette plus de grands aéoniums à cet endroit-là, parce qu'avant, il y en avait beaucoup, ils ont gelé, ou ils ont été arrachés par la tempête et cassés, etc. Donc il faut que j'en mette plus, on peut un peu approcher. Il y a un très bel horizon derrière qui permet de faire de belles photos avec le ciel. On va descendre un petit peu. Donc vous voyez que j'essaye d'associer au jardin, ça se voit peut-être pas trop parce que je ne peux pas vous montrer tout le jardin, même s'il n'est pas immense, d'associer des plantes courantes qu'on trouve ici dans les jardins en Bretagne et des aéoniums. Là, il y a un peu de soleil sur cette... Alors ce mur de soutènement du champ de l'agriculteur voisin s'effondre régulièrement, ce qui fait de nouveaux petits talus pour les aéoniums. Certains sont sur les murs de pierre qui tiennent. Là, on peut... Vous voyez ? Il y en a un peu partout. Et d'autres sont dans des éboulis. Je ne sais pas ce que ça donnera là où il y a un très beau sunburst ici. Et vous voyez ces Cornelius lemsi maritimes, les quelques pieds qui sont là, qui sont immenses. Celui qui est ici, c'est un pied de Cornelius lemsi qui était en haut du muret. Le muret s'est effondré il y a 4-5 ans à l'occasion de je ne sais quel déluge. Et j'ai rien fait. Donc au début, il était au sol. Et petit à petit, il s'est redressé et qu'il fait en fait une sorte de couverture avec son copain qui est derrière lui. Je ne sais pas si vous voyez. Et le nombre de rosettes qu'il y a là est dû au gel. Parce qu'avant, il n'avait pas autant de rosettes, il avait des rosettes plus grandes. Et chaque rosette ayant gelé, ça a fait un peu la même chose que ce que je vous dis pour faire ramifier un aéonium. Les rosettes ont gelé, résultat, plein d'autres rosettes sont nées, ce qui fait que ces Cornelius lemsi sont couverts de rosettes. Vous avez ici un balsamiferum, très beau aussi. Au-dessus, encore un Cornelius lemsi sur sa droite. Ici, ce sont des Aeonium castellopévé. Vous voyez, ils sont heureux dans les pierres. Ici, un arboreum. L'arboreum de Grand Canaria. Et vous voyez bien que ce qui est vendu comme arboreum en général, c'est un Cornelius lemsi, puisque le véritable arboreum n'a rien à voir. Rien à voir. Ici, des arboreums des jardins. Juste après, des cuneatum. On va se retourner pour aller voir un peu les plantes qui sont dans les pierres. Alors, il y a beaucoup de bâtiments puisque c'est un ancien corps de ferme. Donc, et nous avons avec Emmanuel transformé, donné une destination d'habitation comme ça se fait souvent à toutes les maisons, ce qui nous permet d'accueillir, ce qui me permet maintenant d'accueillir des amis. En revanche, pas de location, pas de gîte, tralala. Vous voyez, les aéoniums dans les pierres
ici, ici. Ils ne sont pas très jolis en ce moment. Ils ont un peu de mal à repartir. Lui, c'est un grand balsamiferum que j'avais mis. J'avais fait une vidéo là-dessus. Au début, il penchait vers le bas. Il est en train de se redresser. Et maintenant, il tient très très bien. Ça, c'est une plate-bande que nous avions montrée il y a peu de temps. Ici. Et nous allons aller vers la serre d'agrément. Il y en a encore quelques-uns là dans les murs, juste ici. La serre d'agrément. Ici, vous avez compris qu'on est dans la serre d'agrément, qui n'a plus beaucoup de secrets pour vous parce que je vous la montre souvent, parce qu'elle me plaît. Alors, puisque c'est une serre d'agrément, ce n'est pas une serre liée directement au travail, c'est une serre dans laquelle vous voyez que les aéoniums sont loin d'être dominants. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Tiens, il y en a qui sont cachés par là, sous la feuille d'Anceté ventricosum, par là. Il y en a d'autres, il y en a quelques autres, il y en a même finalement pas mal, mais ils ne dominent pas. Ici, c'est plutôt une serre pour différentes plantes tropicales. Les Tillandsia sont les maîtres. Il y a plus de 90 espèces de Tillandsia. Il y a un mur de ce côté-là, au-dessus du bassin, puisque vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait un bassin ici. Ça, je les ai fait pousser sur des troncs de lierre, les Tillandsia, ici. Là, il y a un bassin, il est un peu envahi par cette plante oxygénante. En été, il y a un nénuphar. Bon, voilà. Ça entretient un peu l'humidité dans la serre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Mais je suis en train de l'écraser. Vous voyez, il y a des fils de nylon qui tiennent des Tillandsia. On avait fait ça avec Tian, je crois. Oh, et ça fleurit en ce moment. Il y en a qui fleurissent. Il y a des fleurs ici. Alors, des fois, pas facile de se promener, mais vous imaginez évidemment que ça n'est pas possible de faire visiter une serre comme ça. C'est-à-dire que même il m'est arrivé d'y faire venir des botanistes et de les engueuler parce qu'ils avaient gardé leur sac à dos. Ou dire, oh, mais moi je connais, je fais attention. Puis blanc, ils cassent telle ou telle plante. Donc c'est une serre dans laquelle il est déjà difficile de se promener tout seul. Alors ne parlons pas de visite pour un lieu comme ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ici, il y a tout l'attirail pour les semis, puisque je suis en train de faire les semis. Les semis ici, je vous les ai déjà montrés. Donc là, c'est la partie serre d'agrément qui est vraiment consacrée au boulot, à la production des futurs aéoniums. Allez, Miché, on y va. On y va, on y va. On va montrer. Ah, la pièce d'eau. Juste montrer un peu la pièce d'eau.
un peu d'imagination. Oh, pardon. J'espère que tu filmais pas. Voilà, là c'est l'île aux enfants. C'est plutôt l'île aux canards. La plupart des canards actuellement, pour le moment, ils sont sur la terre ferme. En revanche, dès le soir arrivé, pour se protéger des prédateurs, ils sont sur l'eau. Hein, les petits canards? Voilà un mâle barbarie. Encore un. Ah, les canards mignons. Ils vont aller à l'eau, ils sont jolis ensoleillés comme ça. Alors les petits canards, comment ça va les petits chéris? Hein, les petits canards? Allez, ils vont sur l'eau. Ils ont vu la caméra, ils n'aiment pas la caméra. Ici, c'est la dernière génération de barbarie avec leur maman qui est ici. Tu finis là? Alors là, c'est le seul poulailler fermé. C'est catastrophique parce que les piliers qui tenaient le filet sont partis. Et donc on va refaire ça. Un pan qui va venir courser Miché. Miché finit par avoir peur de ce pan. Parce qu'il est tellement... Voilà, il va peut-être venir le... C'est un pan un peu timbré qui, un de ces jours, va me bouffer tellement il est hargneux. Un coco. Voilà, j'ai peur parce qu'il s'est déjà fait coincer. On va aller voir les serres qui ont été faites l'hiver dernier. Là, tu peux le fermer. Scott, Myriam. Là, vous voyez les serres qui ont été construites l'hiver dernier. Michel, oh! C'était des silos pour l'ensilage. Taisez-vous les oies. C'est bon, Michel, tu viens là. C'était des silos pour l'ensilage. On a fait mettre des charpentes et emballer tout ça dans du polycarbonate. On va rentrer dedans. Hop. Je vais refermer, sinon Myriam va commencer à venir manger, croquer les plantes. Ici, c'est un endroit très important parce qu'il n'était pas prévu pour cette affectation. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand les serres ont été détruites et que les plantes n'étaient plus à l'abri, c'est une toute petite surface. Hein. Ça vous fait rire quand je dis que c'est une petite surface, mais c'est vrai, c'est par rapport à la surface des tunnels, ça fait des petites serres. Mais ça nous a quand même permis, avec notamment le premier chantier solidaire, et les deux premiers, je crois, qui avaient lieu avant le gel, donc entre la tempête et le gel, ça nous a permis de protéger à peu près un petit 10% de la production. Là,
elles communiquent, ces deux-là, elles communiquent. Voyez. Les Aeonium Zeus, on est obligé de les mettre dans des grands pots parce qu'ils sont beaux. Il va falloir qu'on éteigne l'arrosage parce que c'est trop humide. Voilà, elle communique, donc hop, hop, hop. Bon, pour vous donner une idée de la lenteur des choses, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, il y a des plantes qui ont été mises là au moment de l'après-tempête, donc il y a à peu près 1 an, et qui n'ont pas bougé, dont on ne s'est pas occupé, parce qu'on ne sait pas trop où donner de la tête. Ça, ce sont des médusas très ramifiés. Tous ceux qu'on avait apportés au château de Pomorio à Tréveneuc sont tous partis. On les vend en ligne, hein, si ça vous intéresse. Ils ne sont pas très faciles à envoyer parce qu'ils ont des ramifications qui ne sont pas très costauds. Mais ils sont beaux quand même. Et en fait, quand vous les recevez, il faut les enterrer plus profond, comme je le disais aux personnes qui en prenaient à Pomorio. Comme ça, chaque tige racine, et ça fait des plants balèzes. Ils sont déjà assez balèzes, ça fait des années qu'ils sont en culture. Tiens, on va aller voir les grands pilkwitch qui sont dans les tunnels. D'abord, on va regarder le 3e silo. Même bon, si les 3 serres silos se ressemblent. Ah, il y a Myriam qui va partir avec Jet, là. Myriam, tu n'as pas ton permis. Et le pan qui est jaloux parce qu'il veut conduire, c'est lui qui est le plus souvent dans Jet. Voilà. Le 3e silo. Ça, c'est sécurité, ça permet le grillage, ça permet d'aérer les serres, parce qu'il y a des fenêtres à l'arrière, sans que les paons, poules, ânes ne rentrent, parce que c'est une méthode que je vous indique. Si vous n'avez pas de barre au-dessus du grillage, les paons, les poules ne matérialisent pas la fin du grillage, donc comme des imbéciles, ils viennent se cogner au grillage, mais ils n'ont pas l'idée de voler par-dessus. Ça marche à tous les coups. En revanche, s'il y avait une barre, ils auraient une première étape du vol pour aller sur la barre et la deuxième pour venir dans la serre. Là, tout ça, ce sont des semis de l'hiver dernier. Beaucoup d'échecs parce que... Enfin, c'est des repiquages, donc au moment où on les a repiqués, ils allaient bien. Mais beaucoup d'échecs faute de soins, parce qu'on n'a pas eu le temps d'être sur tous les fronts. Mais bon, tout ça, il y a des milliers de plants à repiquer, qu'on va repiquer. Donc normalement, habituellement, ce n'est pas normal. Des plants d'1 an doivent être plus grands que ça. Mais vous voyez, là, il y a des glandulosomes qui sont grands et qu'il faut qu'on repique vite parce qu'ils sont serrés. Ceux-là sont très grands, mais c'est un peu l'exception puisque les autres plantes sont encore très petites, alors qu'en les soignant, en les ayant déjà rempotées, elles seraient déjà beaucoup plus grandes que ça. Ici, c'est une table, là, il y a des tabuliformes délirants. Des tabuliformes polycarpiques, vous savez. Normalement, tabuliforme est monocarpique. Et j'ai trouvé une souche à Tenerife. J'en ai vu plusieurs fois, ça, c'est pas totalement exceptionnel. Je désherbe, pardon, jamais de temps perdu. J'ai trouvé une souche polycarpique. C'est-à-dire que dans ses gènes, il délire un peu, il a décidé de produire non pas une rosette, mais plein. Et ça, je vous l'ai montré récemment, ce sont des tables avec des LED que nous avons installées avec Tian la semaine dernière, en vue d'accueillir les futurs semis, parce qu'il n'y a pas assez
de plan de table pour faire des semis dans l'autre endroit, puisque cette année, je fais à peu près 4 fois le nombre de semis habituels pour essayer de restaurer la collection des botaniques. Oui, ça c'est les arboréums des jardins que nous vendions jusqu'il y a 6 mois. Et ils ont tellement bien été vendus que j'ai stoppé les ventes pour garder un certain nombre de pieds, voilà, qui sont un peu des pieds témoins pour voir la croissance quand ils grandissent. Ils sont déjà balèzes. Allez, on va aller dans les petits tunnels historiques. Ici, on est à l'arrière des serres silos. Vous voyez, l'arrière des serres silos est ici. Vous retrouvez le poulailler de ce côté-là. Le pan n'est pas dans le poulailler, il est en liberté. Ici, c'est l'ancienne fosse à lisier qu'avec Emmanuel, nous avions vidée. Et là, elle n'est pas étanche, donc elle n'est pas étanche partout. Il faudrait que je la fasse étanchéifier, mais ça me coûterait trop cher, donc je ne le ferai jamais. Et ici, les serres historiques. C'est là qu'on viendra en pèlerinage dans 300 ans, sur les traces de Bobonne, Île-de-Garde, etc. Cette première serre, c'est celle avec laquelle j'ai commencé les premiers semis d'espèces et premiers repiquages. Après, il n'y a pas eu assez de place, donc on en a fait une deuxième et une troisième. Et moi, je pensais, avec ça, qui est énorme, je pensais en rester là. Moi, je me disais, mais c'est de la folie. C'est quand même osé de construire ces 3 serres. Ça fait beaucoup. Ben oui, ça faisait beaucoup, mais finalement, on a fait plus que ça. On va quand même aller en voir l'une ou l'autre. Et un petit. Alors, je vous signale que les quelques personnes que j'accueille parmi mes amis, auxquelles je fais visiter, ne vont jamais ici. Donc, vous voyez plus par une visite, entre guillemets, virtuelle. Non, Michel, il y a des semis ici. Tu restes dehors, s'il te plaît. Tu restes dehors. Là, c'est là que je vous ai montré les semis. Là, il y a quelques pinkwitch que je montre régulièrement, qui avaient été plantés en pleine terre. On en a vendu pas mal, puis à un moment j'ai stoppé les ventes en me disant ben ceux-là on les garde parce qu'ils me plaisent. Puis c'est aussi une manière de montrer comment ils se développent en pleine terre, parce qu'ils vont prendre de plus en plus d'ampleur. À un moment on verra plus la terre. Et voilà, ça montre que les aéoniums, les variétés d'origine asiatique récentes tiennent vraiment la route, se développent très correctement comme des aéoniums. Vous voyez à côté il y a le Coblepharum d'Éthiopie, ben, c'est le même, ce sont des aéoniums, ils sont costauds, ils ne demandent pas grand chose, et voilà. Donc ça c'est la 3e serre qui a été construite. C'est des tout petits tunnels, vous voyez, ce sont des tunnels particuliers dans lesquels, en général, les gens d'ici produisent leurs tomates. Vous avez des très beaux aéoniums Fiesta ici, très très beaux. Bon, c'est ceux que nous vendons, hein, sauf les plus beaux que je garde pour la production. Hop. Vous voyez, se portent bien. Il y a déjà
les nouveaux rejets qui apparaissent. Et pourtant, vous voyez, ils ne sont pas dans des pots énormes. Hein. Et pas d'engrais, rien, aucune faveur, aucun secret que je ne révèle. Aucun secret que je ne vous ai pas révélé. Donc, c'est plus un secret puisque je vous donne tous nos secrets de culture. J'aime beaucoup les Svartkins qui sont ici aussi. Alors, les Svartkins qui sont habituellement noirs, à cette saison, ils sont moins noirs, évidemment. Hein. Hop, regarde s'il n'y a pas de bestioles. Il n'y a pas de bestioles. Ça, c'est Svartkin. Lui, il est marrant. Il a fait vraiment des rejets de tous les côtés. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Voilà, ça, c'est une des petites serres. On va pas y consacrer plus de temps. Et on va monter à ce que nous, on appelle la production. Alors qu'ici, évidemment, c'est la production aussi. Mais bon, c'est un peu une annexe de la production. Bien, monsieur. Éventuellement faire du jardinage. À une des entrées de ce bâtiment où il n'y a jamais de soleil à partir du mois d'octobre. Donc on a déplacé un Pinkwich pour le mettre un peu plus à la lumière. Celui-là tient encore, il a bien blanchi. Et vous voyez la taille des rosettes du Leucoblepharum éthiopien, c'est très impressionnant. Celui qui est au pied du Green Rose est encore plus grand. Alors ici, comme c'est très humide, très humide et frais, il faut régulièrement enlever les feuilles qui sèchent, sinon elles risquent de pourrir et de faire pourrir les feuilles qui sont très tendres. Vous voyez ces feuilles-là, quand vous avez des feuilles comme ça, il faut les enlever parce que la contagion est très rapide. Les champignons commencent à attaquer, ce qui est normal, c'est leur boulot. Et si vous ne les enlevez pas, il y a un risque de contagion. Là, la plante est totalement saine, ne sont attaquées par les champignons que les feuilles qui le méritent. Mais il faut les enlever, c'est mieux. Il faut les enlever parce que c'est un endroit frais et avec pas du tout de soleil à cette saison. Vous voyez, le Superbank a complètement changé de couleur. Il est redevenu presque vert parce qu'il n'a plus de soleil. On va aller voir juste une petite rocaille. Le médusa qui est complètement bouffé par les escargots, Atropurpureum, là il y a des trucs, mais il faut que je désherbe parce que c'est la cata, c'est très sale. Voilà le Pinkwich qu'on a déménagé, qui était magnifique, ben là il dépérissait parce qu'il n'avait plus du tout de lumière, il était contre le mur. Donc on vient de le déplacer, là il va prendre plus de lumière, une heure de soleil par jour et il va se refaire complètement. Pour le moment, je ne le montre pas en photo, parce qu'en photo, je montre que les choses belles. Mais là, vous avez le courage d'aller jusqu'à ce niveau de la vidéo, donc vous avez le droit de voir les choses moches. Ouais, ici, c'est une petite rocaille. J'ai mis un pan en plastique là-bas pour décorer. Et c'est un pan, c'est très bien fait, on dirait presque qu'il est vrai. C'est-à-dire que quand vous approchez de lui, il bouge, c'est un nouveau gadget. Et voilà, avec quelques agaves originaux, quelques agaves pas du tout originaux,
des aloès striatula qui envahissent, qu'il va falloir tailler, un figuier, des aéoniums, comme par hasard. Bon, et comme le savent tous les jardiniers, ce qui est difficile quand le sol ne se ressuit plus, que le sol, que c'est de la boue, c'est que le désherbage devient de plus en plus difficile parce qu'on enlève toute la terre en désherbant et il y a un moment où il n'est pas seulement difficile, le désherbage devient impossible parce qu'on enlève des plaques de boue. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre le printemps, le moment où ça commence à sécher, si ça veut bien sécher, pour faire un désherbage à fond. Mais là, c'est l'invasion, c'est comme ça. Là, une très belle sauge, dont j'oublie toujours le nom, Salvia congesta, ça serait ça. Il y a encore quand même des bourdons qui butinent. Et voilà, allez, on monte à la prod. Les petits moutons. Là. Oui. Ici, c'est les derniers restes de l'Apocalypse, puisque c'est la seule serre qui n'a pas été détruite totalement par Ciaran, puisque les autres étaient pliées en 1000 morceaux. Les barres d'acier s'étaient même coupées. Il y avait des portes et des morceaux de serre en haut des saules, en haut des chaînes. Celle-ci a tenu, donc j'ai décidé de la rebâcher. Et ce matin, une entreprise a fait déjà les tranchées. Il faut qu'on enlève tous les morceaux de plastique des anciennes bâches pour la propreté, évidemment, si vous voyez tout ce qu'on a dû ramasser. Et on va la rebâcher, ça fera un complément, parce que comme vous allez voir, les serres commencent à être, les nouvelles serres commencent à être assez pleines. Alors, imaginez-vous que le numéro de cette serre-là, c'est numéro 15, et celle qui est à côté, puis c'est un bitunnel, chaque serre a un numéro, c'est numéro 14. Pourquoi? On n'a pas 15 serres, mais parce que nous avons conservé l'historique des serres détruites, c'est-à-dire les serres, donc la 4, elle existe toujours, elle est détruite, mais on va la restaurer, enfin elle n'est pas entièrement détruite, qui ont été entièrement détruites, la 5, 6, 7, 8, 10, 11, qui n'existent plus, qui sont mortes, et on garde leur numéro, ce qui fait que elle, c'est la 15. Alors, vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'une moitié de bitunnel, d'un tunnel, oui, une moitié de bitunnel. Là, c'est le cimetière de 2 serres de 20 mètres de long. Ça nous sert à entreposer du matos.
c'est de serres qui ont été nettoyées, puisque évidemment elles étaient totalement foutues. Cette zone-là, quand avec Tian nous avons enlevé tous les morceaux d'arceaux des anciennes serres, à partir de là, on transportait les arceaux pour les mettre dans la remorque du tracteur. On s'enfonçait tellement qu'on restait scotché. Des fois, on s'enfonçait jusqu'au-dessus des bottes, que le transport des morceaux de barres d'acier était infernal. Petit à petit, ça s'est ressuyé, puis on a fait complètement reconfigurer le terrain pour que le terrain descende vers les zones humides que nous verrons tout à l'heure. Et cette pente de ce côté, j'ai semé du gazon et ça commence à ressembler à quelque chose. Et ici, ça commence à ressembler plus qu'à quelque chose. Regardez. Alors c'est une maladie, qui est une très bonne maladie, qui consiste, dès qu'on voit une mauvaise herbe, à l'enlever, et après il y a des séquences de désherbage systématique. Mais vous voyez, pour que ça reste propre comme ça suppose des heures et des heures de travail, puisque, par exemple, il n'y a jamais d'oxalis qui investissent les pots. S'il y en a un, on le repère tout de suite, et il n'en a plus pour longtemps. Un cultivar que j'aime beaucoup, qu'on va bientôt commercialiser, mais pas tout de suite, c'est Glaze. Des fois, on l'appelle Jadaite Color Glaze, et des fois Glaze seulement. Il est joli, non? Et j'aime bien ces petits, là, regardez les... Voilà. Donc ça, c'est un des deux bitunnels reconstruits, puisque dans la reconstruction, on a reconstruit seulement 2 bitunnels. Il faut savoir qu'avec la surface reconstruite, toute cette surface-là, plus celle de l'autre bitunnel, on n'a pas restauré l'intégralité de la superficie de serre que nous avions auparavant. Quand l'autre tunnel sera bâché, on atteindra exactement, on dépassera même de quelques mètres carrés, la surface de serre que nous avions avant la tempête. Eux, c'est les Medusa les moins chers que nous commercialisons, puisque vous verrez sur le site où vous avez vu, il y a une distinction entre ceux que j'avais montrés en bas et ceux-là. Et vous voyez que ce sont de très beaux plants. Là, beaucoup commencent à rejeter, etc., etc. On va traverser le tunnel. Alors, il y a ici un certain nombre de nouveaux cultivars que je présenterai plus tard. En ce moment, les couleurs peuvent être un peu indistinctes parce que c'est la période de croissance. C'est joli, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il a fallu aller très vite. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de restaurer le matériel, il faut restaurer la production. Et si on veut pouvoir survivre, il va y avoir du boulot. Et ben, il faut produire. Et le retard n'est pas rattrapable, mais il faut tout de même essayer. Ici, ce sont les... Merde, je ne me rappelle plus leur nom. Platinum. Ça, c'est les Aeonium Platinum dont j'ai parlé quelques fois, que nous allons bientôt commercialiser. Mais je suis embêté parce que j'en ai pas assez. Et il va falloir que j'en garde quand même un certain nombre pour la production. Je les aime bien parce qu'ils ramifient beaucoup naturellement, sans intervention.
Ils ont une belle variégation. Alors, certains m'ont dit quand ils s'appelaient ailleurs Hoursie, ce qui est débile parce que ça n'est pas un Hoursie. Il y a sûrement de l'Hoursie dans ces gènes, mais la forme des feuilles n'a rien à voir avec le véritable Hoursie. Donc, c'est un hybride. À partir du moment où c'est un hybride, ça n'a aucun sens de lui donner un nom d'espèce. Ça n'a aucun sens. C'est pas professionnel de faire ça. Ici, ce sont des Elegia capensis. Ça ressemble aux prêles, mais ce n'est pas des prêles. Comme le nom l'indique, capensis, ça vient du Cap, donc d'Afrique du Sud. Je crois que c'est plus ou moins gélif, mais pas à zéro, puisque ici, ça a tenu. Elles ont souffert du gel, mais sans plus. J'adore. Il y en a plein, ça tient la butte. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, petite cocotte? Qu'est-ce qu'il y a, petite cocotte? Qu'est-ce que tu veux, ma petite chérie? Ma petite cocotte. Ma petite cocotte. Est-ce que tu es heureuse ici? Non, non, elle a dit non. Elle est très malheureuse. Évidemment, il y a Soum qui est très jaloux. Elle, c'est Ophir, derrière, c'est Ophra. Et lui, c'est Soum. Fort comme un ours. Miché, tu arrêtes tes conneries. Miché. Quoi? Tu as fait quoi? Tu vas te coucher là. Hein, c'est toi, Ophra? C'est toi la petite cocotte? Oh là là, il y a l'autre qui me mord pendant ce temps. Oh. Voilà, ça c'est mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon, c'était une visite de la ferme, mais finalement, c'est une visite des ânes. Petite bébé. Je vais vous montrer la dernière serre. C'est en fait, celle-là, on l'appelle la 11. C'est la seule de la production à avoir tenu complètement. C'est-à-dire qu'elle est même restée bâchée avec Kiaran. Elle s'est pris un gros coup, on n'a pas le temps de montrer, mais elle a tenu et elle tiendra. Il y a encore un peu de soleil. Ici, il y a plus de grands sujets, puisque parce que les plantes ont tenu. Alors évidemment, des plantes que vous voyez assez développées dans d'autres tunnels qu'on vous a montrés, ce sont des plantes d'ici qui étaient assez plus jeunes au moment de la tempête, qu'on a dû rempoter, mettre de l'autre côté, etc. Il y a beaucoup de déménagements entre les différents tunnels. Je voulais vous montrer une chose, puisqu'on est dans cette serre, au sujet des Zwartkop variegated. Zwartkop variegated vient de Zwartkop. Ah bon? Donc, il a la même tendance que Zwartkop à faire des tiges qui ne ramifient pas. Ceci étant dit, je vois qu'il commence à ramifier, seulement maintenant.
Donc dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est joli, hein, ce que je ferai, c'est que je vais lui couper la tête. Ici, j'aurai plein de petits bébés, et celle-là, comme ça, comme il commence déjà à ramifier, je le bouturerai à ce niveau-là, je couperai à la base, et éventuellement, je lui écraserai le cœur pour qu'il fasse encore plus de rejet. Voilà, ça, c'est donc la serre qui avait tenu à la tempête. Alors, les choses se baladent d'une serre à l'autre. Vous voyez les grands sujets qui sont dans les autres bitunnels, c'est des sujets qui ont été déplacés depuis cette serre parce qu'ils prenaient trop de place. Le fameux Logan Rock Variegated qui n'est variegated que quand il veut. C'est là qu'il se trouve. Je sais pas, je dois avoir 100 plantes celui-là. Il faut que je récolte tout. Regardez, il y en a d'autres ici. Aïe. Oui. Ah. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a toujours du boulot. Voilà, on va finir. Les princesses sont là, on en zigouille pas mal pour faire de la production. C'est tout. On va faire un tout petit tour dehors du côté de la bétonnière. Et puis c'est fini. Ça, vous l'avez vu aussi de nombreuses fois en photo ou vidéo, c'est notre atelier de confection du substrat. Des rangements des pots, des godets, enfin, un des rangements des pots et des godets. Et ici, la potence qui tient très bien et où on fait le mélange. Le terreau, le sable, le gravier. On va aller nourrir les poissons rouges pour finir. Et la visite sera terminée. Les bassins à nénuphar et à lotus. Là, c'est la boue. On donne à manger aux petits poissons. Petit, petit, petit. Petit, 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 petit. Hop. Alors, c'est peut-être tard, ils sont couchés peut-être. Non, ils ne sont pas encore couchés. Petit, petit, petit. Voilà, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes guides. Nous vivons, sommes très mal payés par nos patrons. Donc, n'oubliez pas le petit pourboire, la petite pièce pour le guide. C'était une petite surprise. Je ne sais pas si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est que vous êtes très courageux, comme d'habitude. C'est que ça, c'est tout. La ferme, c'est une petite chose, mais qui essaye de faire de grandes choses pour vous. Merci, à bientôt.